Bonjour. Alors, oui, est-ce que tout le monde m'entend bien? Salut, Salut. on t'entend, on t'entend. Est-ce que dans le chat, est-ce que sur le live, vous m'entendez bien? On a eu un tout petit souci au tout début. Là, Ça moi, a pour l'air l'instant, moi, d'aller. ça marche. Ok, nickel. Alors, bonjour à tous. Salut. Bienvenue au premier épisode de la première saison de la série Étudiants et entrepreneurs de la Why Not Factory. La Why Not Factory, c'est l'incubateur de start-up de l'école ESAM, soit tout simplement le monde est possible pour les entrepreneurs. Je m'appelle Jean-François et je suis le responsable pédagogique du master entrepreneuriat de cette même école. Pourquoi cette série? Pourquoi ce titre? Tout simplement pour vous prouver que vous pouvez entreprendre pendant vos études. Chaque semaine, nous rencontrerons un étudiant entrepreneur qui vous racontera sa folle aventure. Vous saurez tout de leurs succès, leurs challenges, leurs emmerdes, de la complexité d'entreprendre au fou rire que cela procure. Durant ce live, vous aurez bien entendu la possibilité de nous poser des questions au fur et à mesure et nous ferons tout notre possible pour y répondre. J'espère que vous m'entendez bien et n'hésitez pas à liker ou à commenter ce live. Aujourd'hui, c'est Émeric et Romain de La Paupiette qui me rejoignent pour partager avec vous leur expérience d'entrepreneur étudiant. Alors non, La Paupiette, ce n'est pas le nom d'un restaurant, mais d'une start-up spécialisée dans l'impression sur t-shirt de design décalé. J'ai pu voir certains modèles et je suis complètement fan. Comment vous allez? Bah écoute, ça va très bien et toi? Ouais, un peu dur le confinement, non? Ça va super, ça va. Bah écoute, c'est vrai que c'est pas une période facile, hein, surtout pour le business, mais bon, on fait avec et puis. Parce que là, vous en êtes où? Ça en est où ce fameux business? Alors c'est une très bonne question parce que bah là c'est un peu compliqué pour nous en ce moment, on va pas se mentir. C'est vrai que là bah il y a les commandes, c'est plus ce que c'était et on bosse surtout nous avec des entreprises et c'est vrai que voilà c'est pas le, le budget en communication et en objets personnalisés n'est pas celui que tu mets en avant dans ces moments. Donc c'est vrai que pour nous, c'est pas facile en ce moment. Et si on revient quelques années en avant, comment ça s'est construit? Pourquoi La Paupiette? C'était quoi l'idée de départ? Alors, pourquoi la paupiette? En fait, j'avais vraiment une envie d'entreprendre depuis quelques années, donc depuis le début de mes études. Je voulais vraiment ouvrir ma boîte. C'était voilà, d'être son propre patron, de jouir d'une certaine liberté euh, dans son travail. Et je voulais pas le faire tout seul. Du coup, je demandais à ma copine si elle était partante pour ouvrir une entreprise. Elle a dessiné beaucoup, c'était sa passion, le dessin. Du coup, on a décidé de lancer notre marque de prêt-à-porter. Voilà, ce qu'on s'est dit, c'était le plus simple. Une marque de prêt-à-porter décalée, donc avec des jeux de mots, des dessins mignons sur du textile. Et suite à ça, on a lancé La Paupiette. Alors pourquoi La Paupiette? Parce que c'est le nom, c'est le surnom de Pauline qui a lancé la boîte avec nous. Et donc on s'est dit voilà, ça sonne français, ça sonne sympa, c'est mignon, La Paupiette. Et puis au moins on est sûr qu'on se rappelle de nous. Donc voilà. Et puis quelques années plus tard, Romain nous a rejoints. Et donc, oui, moi, je les ai rejoints puisqu'on a lancé la partie professionnelle donc, qui s'appelle le Lab de la Paupiette. Et je suis venu les soutenir sur la partie commerciale, puisque moi, dans mon rôle enfin, chez la Paupiette, c'est de m'occuper de toute la partie commerciale de la partie professionnelle, donc du Lab de la Paupiette, et de la communication des deux marques. Et donc, ensemble, on a développé des offres professionnelles, donc comment dire, de la personnalisation sur textile et objets en série et à l'unité, et d'autres offres dont on parlera sûrement après, le dropshipping et l'événementiel. Ok. Donc, en gros, moi, je les ai vraiment rejoints sur cette partie-là, puisque à nous trois, on était très complémentaires. Et en fait, ils m'ont parlé de ce projet-là, alors que moi, j'étais toujours en études à finir mon master en web marketing. Et c'est vrai que moi, au début, quand Émeric me parlait de la paupiette, j'étais la quoi? Et donc, du coup, ils m'ont tout expliqué. Et c'est vrai que je trouvais le projet très intéressant, puisque moi, je connaissais Pauline d'avant aussi, enfin, Pauline et Émeric. Et je savais comment elle dessinait. Et tous les trois, on s'entendait super bien. Donc, je me suis dit, c'est vrai que ça peut être intéressant. Donc,
Moi, je les ai rejoints sur cette partie-là, même avant de lancer la partie professionnelle. Et donc, du coup, on a essayé de développer une marque de prêt-à-porter. On a essayé d'enrichir cette marque, puisque maintenant, on propose du coton biologique, chose qu'on ne proposait pas avant, puisqu'on a appris à connaître le marché sur lequel on était, à travailler avec différents partenaires, différents fournisseurs. Et donc, du coup, on en est venu là maintenant à proposer du coton biologique avec notre marque en impression numérique, une des impressions premium sur le marché de la personnalisation, puisqu'on voulait vraiment proposer une marque qui soit de vraiment de très bonne qualité à des prix les plus attractifs possibles. Donc, du coup, voilà un peu où en est la Paupiette aujourd'hui. On a le lab de la Paupiette et la marque La Paupiette. Ok, merci. Et au début, c'était comment on gère ce challenge au niveau des études? Vous avez commencé comment? C'était quoi le statut au départ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la Paupiette, ça a commencé vraiment en 2016. Donc, c'était pas du tout, c'était pas encore au statut d'entreprise. Donc, c'était vraiment, voilà, c'était de la vente comme ça, en direct. On testait des techniques de personnalisation aussi. On était vraiment un néophyte dans ce milieu-là. Et au fur et à mesure, on s'est dit bon bah en 2017, on va concrétiser l'entreprise et on va faire en parallèle de nos études une vraie SAS. Donc il y a eu un cheminement assez, on va dire assez frileux. On y allait vraiment étape par étape. On y allait vraiment tranquillement justement parce qu'on a les études à côté qu'on mettait. Même si on les mettait quand même en priorité, c'était quand même assez 50-50. Ouais, Alors, j'imagine. alors, moi, pour mon cas, j'ai commencé à faire donc en fait, j'avais des stages obligatoires. Donc, en bachelor, j'avais des stages obligatoires de 4-5 mois, je crois, sur mes 2 premières années. Et ces 2 premières années-là, je les ai faites. Du coup, j'ai demandé si c'était possible de les faire pour ma création d'entreprise. Donc, je les ai fait au sein de la Paupiette, grâce notamment au statut Pépite, statut d'étudiant entrepreneur Pépite, qui te permet en fait justement sur demande, de pouvoir faire ton stage dans ta propre entreprise. Alors suite à ça, l'année dernière, donc quand j'ai commencé en master 1 il y a 2 ans, j'ai demandé à faire de l'alternance dans ma propre entreprise. Donc je suis aujourd'hui alternant depuis 2 ans à la Paupiette. Voilà. Et quelle est la sensation de se dire je suis alternant dans ma propre boîte? Tu as surtout une sensation de satisfaction quant au fait que tu puisses poursuivre tes études en même temps, gérer ton entreprise. Alors bien sûr, je suis alternant, mais je me considère pas forcément comme un alternant classique, voilà, puisque c'est ton bébé, tu t'en occupes tout le temps. Voilà, c'est ton entreprise et ça te permet surtout vraiment de joindre le côté entrepreneur, le côté entrepreneuriat et le côté études que tu n'oublies pas à côté, quoi. Et Romain, tu les as rejoints. Toi, tu étais encore en études et tu étais aussi en alternance, il me semble. Oui, Comment tu gérais tout ça? oui, c'est ça. Alors, c'est vrai que c'était un peu compliqué, puisque moi, quand ils m'ont parlé de l'idée, j'étais donc en web marketing et donc du coup, je travaillais dans une régie publicitaire spécialisée sur mobile qui s'appelle Madvertise et j'étais traffic manager là-bas. Donc en gros, je m'occupais de toutes les campagnes de publicité de mes clients. Et donc du coup, j'avais les cours, j'avais l'alternance et j'avais la paupiette. Et même, chose à pas oublier, j'avais aussi le mémoire. Donc, en effet, c'était beaucoup de travail et surtout que moi, comme je suis sur la partie commerciale, prospecter des entreprises à 20 h le soir, c'est un peu compliqué. Donc, finalement, c'est vraiment une organisation de son temps. Et la chose que je faisais, moi, c'est que j'en avais parlé dans l'entreprise dans laquelle j'étais alternant, que je travaillais aussi en parallèle sur un projet personnel qui était donc celui de la paupiette. Et donc, du coup, on peut, selon la volonté de l'employeur, consacrer un peu de temps sur son projet. Donc, bien sûr, je ne consacrais pas 5 heures de ma journée à la paupiette, mais en tout cas, tout ce qu'on peut se dire, c'est au moins préparer, faire beaucoup de travail de préparation. Donc, moi, en fait, je m'occupais de faire des bases de données, ce genre de choses, pour pouvoir préparer la prospection et dès que j'avais un peu de temps, tout pouvoir faire d'un coup. Et aussi, bien sûr, là où on peut réussir, c'est de faire jouer son réseau, puisque donc du coup j'étais sur des réseaux sociaux comme le LinkedIn et Facebook, sur d'autres réseaux où j'avais beaucoup de monde et donc du coup je pouvais parler aussi de mon projet. Et c'est vrai que c'est plus facile à vendre un projet
qui est son projet plutôt dans une entreprise dans laquelle on travaille. Donc, du coup, de fil en aiguille, j'arrivais tant bien que mal à vendre un peu les solutions de la Popiette. Mais j'avoue que c'est beaucoup de travail. Et non, bien sûr, Yannick ne peut oublier son mémoire. J'ai réussi quand même à avoir 15 de moyenne pour mon mémoire, je crois, donc je suis quand même assez content. Et Félicitations. comment? Félicitations pour ce 15 au mémoire. Merci. Bon, j'avoue que l'oral m'a beaucoup aidé aussi, hein. Comme tout le monde. Mais voilà, c'est vrai que c'est beaucoup de travail d'être étudiant entrepreneur. Je l'ai été beaucoup moins de temps qu'Emeric, qui est encore en plein dedans, mais le peu que j'ai été, c'est vrai que ça demandait beaucoup de travail, c'est beaucoup d'organisation, et maintenant je suis bien content d'avoir réussi mon diplôme et de travailler pour moi-même, finalement, enfin pour ma société. Et en dehors je suppose que en dehors de cette nécessité d'être organisé, parce que ça demande beaucoup de travail, qu'est-ce qui vous fait tenir? Je suppose que les liens doivent être très forts. Comment on gère ce partenariat, c'est le fait d'être associé? Je suppose que ça peut être compliqué parfois. Comment ça se gère entre vous? Alors, Ah, euh, Non, ça se passe très bien, attention. non, ça se passe très bien, il n'y a pas de souci. Euh, Après, comme partout, il y a des hauts et des bas. Mais bon, dans l'ensemble, honnêtement, on s'entend plutôt bien. Voilà. Après, on a un but commun. De toute façon, c'est ça qui est super important. Donc, à partir du moment où ton objectif, c'est de réussir, euh, franchement, c'est comme partout, dans n'importe quelle relation, même en dehors du travail, faut savoir peser le pour et le contre. Faut savoir prendre des critiques. C'est pas forcément facile. Il faut savoir pas le prendre personnellement. Euh, voilà. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Romain, là-dessus, mais Non, mais c'est vrai. Mais en plus, nous, on a eu l'occasion nous, en tout cas, notre association à trois, comme moi, j'étais aussi officieusement dans la boîte lorsque j'étais étudiant. Ça nous a permis de découvrir ce que c'était de travailler ensemble parce qu'on se connaît à titre personnel, mais on se connaissait pas vraiment à titre professionnel. Et c'est vrai que finalement, on a réussi à faire la part des choses. On sait dire quand quelque chose ne va pas. Quand il faut aussi savoir dire, moi, je pense que ça, c'est pas bon. Il faudrait peut-être voir autre chose. Et c'est vrai qu'au début, bah, finalement, on était quand même amis. Donc, se dire ce genre de choses, on se disait, bon, c'est vrai que ça va être un peu compliqué. Mais en fait, ouais, c'est quand tu dis, je m'associe avec quelqu'un que tu connais, qui est ton ami, faut savoir mettre le côté personnel de côté, pardon, la partie personnelle de côté. Et c'est vrai qu'on a réussi à faire la part des choses entre Émeric, Pauline et moi. Et maintenant, ça se passe très bien parce qu'on sait que lorsqu'on est au bureau, on est au travail, on est professionnel. Lorsqu'il est 18h30, 19h, autour d'une bière, on est potes. ok. ça dépend. On peut être professionnel quand même autour d'une bière à 19h. Oui, c'est vrai. Et comment ça s'est passé les premières impressions? Parce que je suppose que vous n'étiez pas forcément des spécialistes. Comment on s'improvise? Parce qu'il y a toujours moi je le vois parfois avec d'autres entrepreneurs, cette peur de ne pas être légitime, cette inquiétude de dire mais en fait j'ai l'impression d'être un bouffon, si je le dis un peu vulgairement. Comment on apprend comme ça? Comment on apprend sur le métier? Alors, il y a un truc, c'est qu'au début, c'est sûr, surtout quand tu te lances dans un domaine que tu ne connais pas du tout, c'est que tu connais rien, mais vraiment sur tous les aspects possibles. Que ce soit en termes de communication, bah, même si par exemple Romain est spécialisé en com, même que ce soit en finance ou choses comme ça, il y a plein de choses que tu connais pas, que tu ignores. En fait, tu apprends sur plein de domaines différents à maîtriser plus ou moins, hein, pas en profondeur forcément, mais justement, ça te permet de toucher à pas mal de trucs. D'ailleurs, tu as envie de tout faire toi-même, même si avec le recul, je pense que il vaut mieux pas tout faire soi-même parce que ça te fait perdre du temps et que tu te rends compte que le temps c'est ton bien le plus précieux en tant qu'entrepreneur et pas forcément que en tant qu'entrepreneur étudiant, mais voilà, t'as vraiment besoin de temps et justement faut savoir jongler entre le fait de qu'est-ce que je fais moi-même, qu'est-ce que j'apprends à faire et qu'est-ce que je délègue. Parce que déléguer c'est pas forcément simple. Bon, nous on a la chance là d'être trois, maintenant on est quatre. On a employé un alternant cette année et on est quatre et maintenant on délègue beaucoup plus facilement que ce qu'on faisait au début. Voilà, et on a des rôles vraiment, je pense, assez. Chacun a ses propres objectifs
mais dans l'ensemble, on touche quand même un peu à tout et on découvre pas mal de domaines. Ok. Alors j'ai une Oui, puis c'est vrai question. qu'en plus, on a. Non. Oui, pardon. Oh non, j'ai une question de Katia. Quelles ont été les étapes clés lors de la création de l'entreprise? À partir du moment donné où vous avez Moi, eu l'idée, comment ça s'est. Qu'est-ce qu'on met en premier? je t'en Alors, prie, Emric, du coup. alors je dirais qu'en premier lieu, le plus important, avant peut-être de se lancer dans tout ce qui est juridique, c'est de tester un peu son idée. Donc, il y a des choses, c'est plus ou moins des entreprises qui sont plus ou moins faciles à faire en amont. Nous, on pouvait le faire en amont, tester nos créations, essayer de proposer nos produits sans pour autant être créé, voilà, quand ça reste vraiment des petites quantités, essayer un peu peut-être son produit en amont. Une fois que tu as vérifié à peu près que ton idée pouvait fonctionner, bah c'est parti, tu lances ta société, tu regardes. Nous, franchement, on s'est inspiré, on a regardé sur internet les étapes. C'est pas compliqué de créer sa société. Euh, voilà, si tu es toute seule, tu peux te faire une société unipersonnelle. Si tu as plusieurs, par exemple une SAS, ça te laisse une grande liberté. C'est pas compliqué. Tu ouvres un compte en banque professionnel, tu remplis tes statuts et voilà. Après, il vaut mieux être aidé d'un professionnel, notamment d'un avocat. C'est là, par exemple, à Why Not, nous, on a eu la chance d'être accompagné par des professionnels, mais voilà, c'est des choses qui peuvent quand même se faire à peu près tout seul, même s'il faut faire attention. Euh, mais Et, ça reste faisable. et tu l'as vraiment ressenti, l'aide de la Why Not? Pour toi, ça a vraiment été quelque chose d'efficace dans ce brouillard que peut être l'entrepreneuriat? Alors déjà, moi je pense que l'aide principale, c'est une aide psychologique. Te rendre compte que t'es pas tout seul, ça c'est super important. D'ailleurs, c'est pour ça que je voulais pas lancer une entreprise tout seul parce que je trouvais que psychologiquement c'était trop compliqué. Tu as besoin de soutien, il faut du soutien et le fait que tu aies d'autres personnes dans ce milieu-là, donc la Why Not, ça te crée un environnement qui est en fait propice à la création d'entreprise. Alors, j'ai une autre Et question c'est vrai de. que je rejoins un peu ce que tu disais tout à l'heure. Excuse-moi. C'est Vas-y. vaut mieux toujours quand tu lances ta société avoir un avis extérieur. Il faut vraiment pas le prendre personnellement quand on te donne des critiques, mais c'est toujours bon à prendre. Qu'elles soient positives ou négatives, faut toujours prendre les critiques et adapter son offre. Parce qu'au début, lorsqu'on a une idée, on ne sait pas forcément comment la vendre, on ne sait pas sur quel canal communiquer, ce genre de choses. Et c'est pour ça qu'il faut pas avoir peur de parler de son projet puisque du coup, on va t'apporter des conseils auxquels toi, tu n'aurais pas forcément pensé. Donc, c'est pour ça que je rejoins pas mal Émeric sur ce qu'il disait. Il y a beaucoup de personnes qui disent, ouais, moi, mon projet, je préfère pas en parler, j'ai peur qu'on me le pique. Mais pour le coup, il vaut mieux en parler à des personnes qui soient assez proches de toi aussi quand même. Mais il faut en parler parce que il y a des conseils auxquels on n'aurait pas forcément pensé et c'est toujours bon à prendre. Les conseils qui soient bons ou pas bons, ils sont toujours bons à prendre. Ok. Ouais, t'as tellement la tête dans le guidon que parfois t'oublies un Exactement. peu de prendre du Un avis recul, quoi. extérieur, mais pour le coup, c'est très efficace. Ok. Alors, j'ai une autre question de Manon Masquin. J'espère que j'appelle bien le nom. Comment avez-vous fait pour le financement de la boîte dès le départ et comment vous faites aujourd'hui? Alors, au niveau du financement, on n'a pas du tout cherché d'aide financière. On a mis 400 euros dans l'entreprise et on a attendu que ça grimpe. Alors après, par exemple, nous, bon, voilà, on est un peu plus industrialisé maintenant parce qu'on a des machines de production. Comment on a fait? C'était un pari, on a fait du crédit bail. On s'est dit voilà, on a des machines de production, on a un marché qui existe parce qu'il faut savoir qu'on n'a pas créé un nouveau marché, c'est un marché existant, donc l'impression textile, l'impression d'objets de communication, c'est un marché qui marche. Il y a beaucoup de clients, il y a énormément de concurrence aussi. Voilà, mais nous on est parti du principe que voilà, si les concurrents peuvent le faire, nous on peut le faire. Donc on va prendre des machines à crédit bail notamment. L'avantage de ce genre de crédit, c'est que tu les as pas dans ton actif à la fin de ton année fiscale. Et donc maintenant, vous faites comment en termes de financement? C'est la trésorerie, ça roule, il n'y a plus de soucis. Est-ce que vous avez prévu de faire des levées de fonds? Alors, pas du tout. C'est pas prévu pour l'instant. Au niveau de la trésorerie, au niveau de notre besoin en fonds de roulement, pour l'instant, c'est nickel. Au début, on avait plus de problèmes parce qu'en fait, on bossait avec des entreprises qui payaient pas forcément tout de suite. Des fois, on attendait 6 mois, voire plus.
et ça c'est compliqué, surtout quand tu achètes des gros stocks en amont. Voilà, maintenant on essaie de facturer 50% à l'achat, 50% à la livraison sur des grosses commandes. Voilà. Alors j'ai une autre question de Boubacar. Oui. Quel est l'impact de vos études sur votre entreprise? Alors, l'impact de nos études sur nos entreprises. En fait, il y a beaucoup de choses qui servent. Alors moi, je suis en expert, je fais de la finance, donc je fais le master expert financier de l'ESAM. Tout ne sert pas forcément. En fait, il y a des petits éléments. Il faut prendre petits éléments par petits éléments, et au bout d'un moment, ça va servir. Dans le sens où, par exemple, si je fais de la fusion-acquisition, pour l'instant, ça nous sert pas dans à notre échelle. Mais par exemple, tu fais du contrôle de gestion, bah là, ça t'aide à gérer ton entreprise, à avoir des indicateurs de performance, parce que voilà, je donne un exemple type, l'entrepreneur souvent, il jauge le thermomètre de son entreprise, on va dire que c'est son chiffre d'affaires. Sauf que en fait, il doit réfléchir par bénéfice et pas par chiffre d'affaires. C'est pas un bon indicateur. D'accord, donc il y a plein de petites subtilités qui peuvent être cachées parfois. Voilà, Si je c'est ça. vous dis le cours de rêve que vous auriez aimé avoir pour l'entrepreneuriat, le cours de rêve. Le cours de rêve, je te laisse. Il n'y en a pas. Comment gagner facilement de l'argent? C'est le financement qui te revient souvent? En fait, le truc, c'est que je C'est pense vrai qu'il y que a pas. quand tu crées ton entreprise, tu as toujours cette peur-là de financement. Ouais. Excuse-moi, vas-y, Aymeric, vas-y. Je pense qu'il n'y a pas de cours de rêve parce qu'en fait, tout te sert un minimum en fait. T'as vraiment dans tout, que ce soit du droit, que ce soit du marketing. Bon, moi j'en fais moins que Romain a fait, mais ou de la communication. Voilà, tout te sert un petit peu. Tout va pas forcément te servir tout de suite. Hein. Ça peut te servir plus tard, mais cours de rêve, Bien sûr. franchement, il y en a pas. Il te faut tellement dans une entreprise. En fait, il faut un peu de tout. Oula, on a perdu Aymeric. Ah ouais. Ah mince. Alors, on va En gros, voir. c'est vrai que ce qu'il disait, c'est que moi, par exemple, j'étais en communication marketing. Donc forcément, tout ce que j'apprenais, c'était beaucoup plus concret, en tout cas pour pouvoir monter la société. Et moi, mes compétences que j'ai pu avoir, c'est aussi grâce aux études. On m'a appris à développer un site internet, on m'a appris à créer une stratégie de communication, une stratégie de marketing. Et tout ça m'a servi finalement. Donc, en fait, c'est comme il disait, il faut un peu de tout dans chaque matière pour pouvoir créer une entreprise. Et c'est pas forcément facile puisque du coup, il faut assimiler beaucoup de choses, mais aussi c'est des choses qu'on peut aussi apprendre sur le tas et qu'on n'apprend pas forcément en cours. Donc, c'est assez complémentaire et t'as pas forcément de cours de rêve puisqu'il faut pouvoir en attraper un peu partout et avoir le plus de clés possible pour pouvoir développer son activité. Alors, j'essaie juste, normalement, Aymeric est censé nous rejoindre bientôt. Ça devrait arriver. Je crois qu'il y a un petit souci, désolé pour ça. Alors, j'ai une autre question, Romain, si tu peux, si je pense que tu vas pouvoir répondre. Combien de temps ça vous a pris pour gagner votre vie? Alors là, c'est un peu plus compliqué puisque finalement, déjà, faut voir son activité sur 3 ans, puisque du coup, c'est à partir de 3 ans, en général, c'est ce qu'on dit, pour voir si son activité est viable ou pas. Et la première année, forcément, elle est pas forcément viable, mais ce qui, par exemple, moi, m'a aidé à pouvoir rejoindre l'équipe, c'est surtout que l'État, pardon, aide beaucoup à pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat, que ce soit à la création d'entreprise ou ce qu'ils appellent aussi à la reprise d'activité. Donc, finalement, c'est vrai que il faut pouvoir faire beaucoup de prospection pour pouvoir acquérir beaucoup de clients et avoir un chiffre d'affaires qui soit régulier. Parce que finalement, on peut se dire que chaque mois, on va pas faire tout le temps le même chiffre. Donc forcément, les premières années, on va pas toucher d'argent au mois par mois, mais surtout se gagner de l'argent sur les dividendes que l'entreprise se fait. Donc ça prend un petit peu de temps et en général, c'est au bout de 3 ans qu'on voit si l'activité est viable et pérenne pour qu'elle puisse continuer son activité tout simplement. Mais c'est sûr que sur certains projets, sur beaucoup de projets, dès la première année, on ne va pas toucher d'argent. Ça, c'est sûr. En fait, il ne faut pas s'inquiéter si dans les
premier mois, il n'y a rien qui vient et il faut le prévoir. Ça fait partie justement Voilà, de c'est ça, le oui, prévoir. faut le prévoir aussi, surtout quand on fait une demande de financement. Il faut aussi prévoir les salaires sur l'année sans qu'il y ait forcément de rentrée de chiffres, parce qu'il faut aussi préparer la prospection. Et puis même lorsqu'on fait de la prospection, moi, par exemple, moi qui fais beaucoup de prospection, quand je vais contacter un prospect, la semaine d'après, il va pas signer un contrat avec moi. Donc le but, c'est aussi de faire beaucoup de prospection pour que le mois d'après, tous ceux que toi, tu as contacté le mois dernier puissent te faire du chiffre. Donc c'est pour ça que ça prend pas mal de temps et le but aussi, c'est d'avoir un gros portefeuille client pour pouvoir avoir le plus de chiffres réguliers possible. Et c'est ça qui fait peur surtout aux entreprises, c'est que le chiffre soit régulier pour pouvoir combler toutes les charges et les salaires pour pouvoir en vivre. Ouais, j'imagine. Alors, je vais montrer un petit visuel de ce que vous faites quand même. Alors, moi, Mm. les jeux de mots m'ont éclaté complètement sur votre site. Comment ça se passe quand vous vous dites, OK, tiens, brainstorming, j'ai cette idée, c'est génial, et comment ça se passe? Parce que moi, le ton sur ton, j'adore. C'est complètement peut-être aberrant, mais j'adore. Bah, en fait, c'est assez simple puisque donc du coup, en général, c'est plus Pauline qui s'occupe de cette partie-là. Et en fait, avant de trouver des idées, pardon, elle dessine beaucoup. Elle dessine beaucoup. Elle a un carnet rempli de dessins. Et, et je me revois, en fait, on est chacun à notre bureau. Et puis il y a Pauline qui te regarde, qui dit, qu'est-ce que vous pensez de ton sur ton? Donc là, toi, tu la regardes, tu fais ton sur ton. Du coup, elle montre les dessins qu'elle fait, elle explique un peu. Et puis en fait, pendant une demi-heure, on va se regarder comme ça et on va rien dire. On va dire, mhm. Et en fait, on est en train de cogiter dans notre tête à trouver le meilleur jeu de mots possible qui fasse rire et qu'on puisse comprendre dès le début aussi. Et finalement, après, dès qu'on en parle, après, on se dit, mais oui, c'est vrai, ça, c'est tout bête, on n'y avait pas pensé. Puis après, bah, il y a des jeux de mots qui se font au fur et à mesure. Lorsqu'on parle avec des gens, je sais que pour le coup, Émeric, lui, il y a tout le temps des jeux de mots qui arrivent comme ça. Par exemple, la science infuse, si je me trompe pas, je crois que c'est lui qui y avait pensé. Et du coup, Pauline, tout de suite, assez hâtée, dessinait un microscope en train d'infuser dans une tasse de thé. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que c'est le best-seller de la paupiette. Et en fait, c'est tout bête. Je nous vois, on est comme ça pendant une demi-heure à rien dire. On est comme ça. Et puis voilà, après les jeux de mots arrivent, mais c'est surtout le début vient quand Pauline dessine beaucoup, donc forcément ça lui donne beaucoup d'idées. Et puis bah, le fait d'en parler avec des gens, on pense à des jeux de mots tout à fait banaux, banals. Et donc du coup, voilà comment arrivent les dessins, enfin les jeux de mots. Ok. Ouais, en fait, faut vraiment ne pas avoir peur d'aller demander entre guillemets de l'aide ou de s'inspirer de ce qu'il y a Oui, autour de vous. Faut pas rester dans son coin en fait. C'est vraiment, je me non, rends compte de exactement. plus en plus. Ouais, il faut sortir pour avoir le plus de créativité possible. Il faut pas rester dans son bureau ou dans son local à réfléchir. Faut sortir, parler avec des gens, aller je sais pas, je vais dire des bêtises, mais aller dans des bars, aller dans des musées. Enfin, vraiment, le but, c'est vraiment de sortir pour pouvoir épanouir sa créativité et ne pas rester bloqué dans son bureau et à ne pas trouver d'idées. Il faut pas avoir la phobie de la page blanche, mais plutôt sortir, ne pas forcément y penser. Et en fait, ça viendra tout seul. Lorsqu'on aime ce qu'on fait, de toute manière, tout vient très vite. Puisqu'on, c'est quelque chose qu'on adore et qu'on chérit. Donc forcément, bah, ça vient tout seul. Mais en plus, le fait de sortir, ça augmente sa créativité. Et donc, du coup, ça aide à trouver des offres qui soient les meilleures possibles. Et là, nous, dans notre cas, par exemple, c'est de trouver les meilleurs dessins possibles. Et c'est Alors, aussi d'ailleurs comme ça que les autres collections sont arrivées. Ah, Émeric. C'est bon, ça super, remarque. c'est Je sais pas, bon? sur l'app, ça s'est déconnecté, j'arrive plus à me reconnecter. Ok. Est-ce que tout le monde, on a tout le monde est bien là? Normalement, ça fonctionne. On a eu un petit souci, ça arrive. C'est les joies du direct. Alors, c'est bon, Émeric? Alors, 2 petites secondes. Forcément, ça ne marche pas. Alors, merci Katia, du coup, pour ce petit soutien quand même. Alors, j'ai une question. Ah, merci beaucoup, Katia. J'ai une petite question. Alors, d'un invité, à quel moment vous avez jugé bon que Romain participe au projet? Comment ça se gère? C'est l'aspect financier? Qu'est-ce qui prime? Alors, je sais pas si on a déjà jugé Bah, bon ça se que voit, non? Romain participe au projet, mais alors à quel moment? En fait, c'était vachement en termes de temps et de compétences. Heu, on savait que ce qui nous manquait, c'était un commercial dans l'entreprise. Ce qui nous manquait, c'était quelqu'un, qui connaissait les ficelles, du marketing et de la communication. Voilà, donc
à partir de ce moment-là, en fait, on avait assisté à une conférence qui nous justement, à l'ESAM, qui nous avait une personne qui nous parlait du fait que n'hésitez pas à vous associer et je pense qu'il ne faut pas hésiter. Surtout dans vos débuts, si vous trouvez des personnes compétentes, des personnes avec qui vous pouvez avoir confiance, et confiance, comme le disait Romain, confiance professionnellement aussi. Voilà, nous, on s'est pas trop posé de questions, même si on a eu quand même une période d'essai. Romain n'est pas devenu associé, du jour au lendemain. Comme ça, on s'est dit, Mmh. c'est parti, on a essayé, autant pour lui que pour nous, hein, pour voir, si ça collait, si Ouais, ça ce lui que j'allais plaisait. dire. Et voilà, après, c'est vraiment une question d'affinité et une question de compétence aussi. Il n'y a pas que les compétences, il y a aussi, le fait d'avoir de l'ambition aussi, hein, et d'avoir de l'envie. Ça, c'est très important. Alors, si je me souviens bien, Aymeric, tu avais déjà commencé des projets un peu entrepreneuriaux, avant la Popiette et justement, tu as vu Ouais. parfois des tensions ou des déceptions avec les associés. C'est vraiment quelque chose auquel il faut faire attention. Alors ouais, justement, faut faire attention, de l'implication dans le projet parce qu'en fait, souvent dans ce que je vois, les personnes sont super intéressées par le projet. Nous, on avait lancé une application, qui ressemblait un peu à Instagram, à l'époque et heu et en fait, le développeur du projet, nous disait: «Oui, ça avance super, j'adore, ça avance bien» et finalement, bah, il faisait rien derrière et en fait, c'est là que tu te rends compte qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, qui sont intéressées par le projet parce que c'est super, c'est cool, mais derrière, en fait, il faut bosser et ça, tu te rends compte qu'après et c'est pour ça qu'il faut faire la part des choses entre humainement et professionnellement. Alors, j'ai une autre question aussi d'Alexandre. Au début, pour payer l'alternance dans ta société, comment as-tu fait? Alors, l'alternance, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as des aides, de l'OPCA, donc qui t'aident à financer, ton alternance et au-delà de ça, je n'aurais pas pu faire de l'alternance, je pense, directement, à la création de la société. Au début, comme j'expliquais, je faisais, des stages. Je faisais un stage, directement, pendant mon bachelor et c'est avec une certaine, trésorerie, on a jugé bon qu'on pouvait, faire de l'alternance. Voilà et d'ailleurs au même moment, on a proposé à Arnaud, qui travaille avec nous, qui est aussi en alternance, dans un autre master, de l'ESAM, de bosser avec nous. Donc voilà, en fait, tu le vois au bout d'un moment, si ta trésor te permet ou non de faire de l'alternance. Mais je pense que c'est quand même compliqué de le faire à ses tout débuts. Après, c'est toujours envisageable, hein, c'est toujours envisageable. Alors, autre question de Aboudoul. C'est vous qui confectionnez les t-shirts et les logos en même temps. Alors, il faut savoir qu'ils ont aussi des tote bags. Je viens d'en mettre un qui s'appelle Descendre en bas et je suis complètement fan aussi. Je trouve que le jeu de mots est. J'adore. Alors, pour répondre à cette question, non, nous, on fait pas les t-shirts nous-mêmes. Nous, en fait, dans notre atelier, on a les machines de personnalisation. Donc, on imprime nous-mêmes les t-shirts. En fait, nous, on propose des t-shirts, des sweats, des tote bags et des pochettes, le tout en coton bio. En fait, on a mis beaucoup de temps à trouver le meilleur fournisseur pour avoir des t-shirts de meilleure qualité. On a été dans des salons dédiés justement au textile, qu'on a fait 2 ans de suite, qui était à Lyon. On a fait beaucoup de recherches, puisque des fournisseurs textiles, on peut en trouver, mais très facilement, il y en a beaucoup. Mais pour trouver le bon fournisseur qui propose de très bonne qualité, des t-shirts, enfin, en tout cas du textile de très bonne qualité, ça nous a demandé beaucoup de temps. Mais finalement, on a trouvé le fournisseur idéal, puisque nous, ce qu'on voulait, c'était trouver un fournisseur qui fasse du coton bio, mais aussi qui avait un panel de couleurs important pour pouvoir faire un univers très coloré comme nous, on voulait faire. Donc voilà, en fait, pour pouvoir proposer des t-shirts de meilleure qualité possible, bah, ça demande pas mal de temps, beaucoup de veille. Mais bien sûr, si on a l'occasion de faire nos textiles nous-mêmes, pourquoi pas. Alors, j'ai oublié une question qui m'est passée entre les doigts. Elle arrive. Comment vous avez évalué votre besoin de financement tout au début, notamment lors de l'évaluation du business plan?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on s'est un peu lancé à l'aveugle sur pas mal de choses, et surtout qu'en fait, il y a pas mal de dépenses qui ont été vachement, qui n'ont pas été, qui ont été pris à la légère, et qu'on a pas forcément, hein, qu'on n'avait pas vu venir. Au début, franchement, je vais être honnête, hein, même le seuil de rentabilité qu'on s'était fixé, il a augmenté de manière exponentielle. Euh, Parce qu'en fait, il y a vraiment plein de dépenses imprévues qui arrivent. Donc, l'évaluation, en tout cas, des besoins de financement, elle a été faite. On a calculé notre seuil de rentabilité, en fait, tout à partir de toutes nos charges fixes, nos charges variables. Et en fait, au final, tu te rends compte que ça évolue tellement parce que tu changes tu changes ta stratégie. Au tout début, en fait, tes 2 premières années, en tout cas, c'était notre cas, on a zigzagué au niveau strat on n'avait pas forcément resté sur nos mêmes objectifs qu'on avait au tout début. Donc, en tout cas, j'estime que c'est difficile à jauger avant un lancement concret tes besoins financiers. Alors, j'ai aussi une autre question qui arrive de Aline. Est-ce que vous aviez le statut d'étudiant entrepreneur? C'est peut-être quelque chose qu'on a déjà dit, mais bien repréciser l'importance que ça a aussi pour les personnes qui nous regardent. Alors, oui, moi, j'ai eu le statut d'étudiant entrepreneur pendant 2 ans, donc pendant mes 2 dernières années de bachelor. Donc, c'est un statut qui te permet justement de créer ton entreprise et de la gérer aussi à la place de tes stages. Voilà. D'accord. Donc, c'est le statut pépite. Donc, il faut que si tu souhaites l'avoir, il faut que tu te rapproches de ton école et je crois que tu peux faire des demandes en ligne directement, il me semble. Ok. Merci pour ça. J'ai une autre question d'Alexandre. Alors, c'était concernant les aides de l'État que tu avais mentionné. Ça t'a aidé à payer l'école ou plutôt ton salaire d'alternant? Non, ça t'aide pas à payer le salaire de l'alternance, ça t'aide à payer l'école. Donc en fait, tu as l'OPCA, donc suivant ton OPCA, donc ça dépend de ton secteur d'activité, qui te finance une partie donc sur demande, donc il faut envoyer un dossier, qui te finance une partie de l'école, de la formation. D'accord. Alors, autre question, je change un petit peu de sujet. C'est compliqué parfois d'être avec sa copine ou pas? Je suppose qu'il faut vraiment bien structurer le perso, le pro. Ça se passe comment? Comment on se jette comme ça à l'aventure en disant, tiens, chérie, on y va et puis c'est parti. Alors, c'est une bonne question. C'est pas forcément, ça n'a pas été forcément simple au début, dans le sens où il faut vraiment, surtout qu'elle, elle vient pas forcément du milieu, on va dire, commercial classique. Elle est archéologue, donc elle fait des études scientifiques où c'est pas du tout forcément le même domaine. Et il fallait vraiment bien distinguer le professionnel du personnel, mais bon, ça s'est fait, puis voilà, on se connaît très bien, donc là-dessus, il n'y a pas de souci, et on a les mêmes objectifs. Franchement, le fait d'avoir les mêmes objectifs, tu arrives vraiment à différencier le pro du perso. Alors, Ouais, surtout qu'en plus, avec mon arrivée, je pense que ça a aussi pas mal structuré le pro et le perso, puisqu'au début, vous étiez que tous les deux. Finalement, et une fois que moi je suis arrivé, je pense qu'ils étaient plus dans un état d'esprit professionnel lorsqu'on travaille ensemble qu'avant, forcément. ouais, les limites sont toujours plus simples quand vous êtes à trois et qu'il y a une personne qui fait contrebalance à chaque fois, quoi. C'est ça. Alors, j'ai deux autres questions qui vont arriver coup sur coup. Comment vous avez fait pour déterminer la demande pour vos produits et tester si le concept était pertinent de manière concrète? Des petits trucs et astuces là-dessus. Alors, les petits trucs et astuces, c'est d'y aller au culot. Franchement, je pense que ça, c'est la meilleure des choses à faire. Comme je le disais précédemment, on n'a pas lancé le produit au moment où on a lancé la société. On l'a lancé un peu avant. On a testé notamment certaines créations. On voulait pas s'axer forcément sur un seul produit. On n'avait pas forcément qu'une idée en tête. Donc voilà, c'est vraiment de tester avec son entourage. Je pense que c'est le moyen le plus simple et le plus efficace, même si le
problème par rapport à ça, c'est que ton entourage, il n'est pas impartial par rapport à ce que tu fais. Donc, forcément, c'est toujours tout beau, trop bien. Peut-être le tester directement. Le tester directement, peut-être même en live, si tu as des opportunités pour le faire. Ok. Après, Alors, concernant, je rebondis juste, oui, concernant bien la sûr. demande, en fait, tu étudies un peu le marché. Franchement, nous, on a la chance de ne pas s'être lancé sur un marché qui n'existait pas. On n'a rien inventé. Donc là-dessus, c'est quand même plus simple. Il faut quand même un petit peu étudier le marché pour savoir ce qui est faisable. Ok. Oui, forcément. Tu te lances pas comme ça à l'aventure avec des œillères. Faut avoir un petit peu regardé où tu vas. C'est ça. Alors, Aboudoul nous repose une question. Est-ce que vos ventes, elles se font que en ligne? Je pense que est-ce que vous avez des points de vente aussi ou Alors c'est non, un parce que projet? nous, on est donc en fait, on a 2 sites internet. On a le site internet lapaupiette.fr et donc ça, c'est le site concernant la marque de prêt-à-porter La Paupiette. Et on a un 2e site internet qui est lelab.lapaupiette.fr et ça, c'est l'atelier professionnel pour la personnalisation de textiles et objets publicitaires. Mais les ventes se font pas que sur notre site internet. C'est aussi pour ça que je suis là, puisque moi, je fais beaucoup de prospection. C'est-à-dire que je fais du phoning, du mailing et Arnaud aussi travaille justement avec moi sur cette partie-là. On fait beaucoup de rendez-vous professionnels, on cherche des partenaires, on cherche des clients, mais nos ventes ne se font pas que en ligne, puisque nous aussi, on est là pour pouvoir avoir un 2e canal de vente, celui en direct finalement. Mais on n'a pas encore de point de vente, en tout cas pour la marque de prêt-à-porter. Et c'est Et je, une ambition? ouais, alors justement, donc je réponds à ta question en même temps, je rebondis sur ce que dit Romain. Romain développe beaucoup aussi le côté local, notamment à Maison Alfort, là où on est basé. Et c'est vrai qu'on a pas mal de clients maintenant, même particuliers, qui passent dans notre atelier, même si bon, voilà, c'est pas une vitrine, c'est un petit atelier dans une maison. Donc c'est pas ce qui est tout de suite les clients se disent ouais, qu'est-ce que c'est. Mmh. Mais ouais, on essaie de développer le côté local et c'est vrai que c'est une ambition d'avoir une boutique. Ce serait vraiment chouette. Après, comme nous, on se focus plus sur le B2B, c'est pas forcément notre objectif principal. Mais ouais, c'est vrai que ce serait vraiment chouette. Ok. Alors, j'ai une autre question qui est un peu plus costaud Ah, on pour adorait vous, avoir une grande boutique La Paupiette. j'imagine. Mais du coup, il faut un peu tout changer aussi au niveau du business plan et du business model. C'est plus les mêmes enjeux. Alors, j'ai une autre question de Constant. Ouais, là, c'est pas les Est-il mêmes enjeux, c'est possible? pas les mêmes choses. Ouais. Alors, pour Constant, une question, est-il possible d'avoir le statut d'étudiant entrepreneur pour seulement une partie de l'année? Par exemple, effectuer une partie de l'année en alternance dans une entreprise, puis finir l'année en tant qu'étudiant entrepreneur. Alors honnêtement, je ne sais pas y répondre. Je ne sais pas. Je sais pas du tout. Je pense que oui. Je pense que le statut d'étudiant entrepreneur, il est pas restreignant, il est pas contraignant, pardon. Donc je pense pas que ce soit impossible. Après, voilà, il faut se renseigner auprès des services des pépites. Mais honnêtement, je pense que oui, mais je suis pas sûr. Donc, pas de souci. Enfin, ce que tu m'avais dit aussi une fois, c'est que Google, c'est vraiment ton meilleur ami aussi. Et que, Exactement. et que tu peux Google et trouver tout YouTube. ouais, pour les fameux tutos. Alors, on va Mmh. bientôt finir ce channel. Je vais peut-être prendre une ou deux questions encore. Alors, ben, parfait, Katia. Qu'est-ce que The Why Not Factory vous a apporté durant votre aventure? Alors, comme je le disais précédemment, déjà le soutien psychologique parce qu'en fait, tu te crées un environnement où tu as plein d'entrepreneurs. Donc déjà, ça, c'est super. Ça te permet de créer aussi du réseau. On a des entrepreneurs qui sont nos clients aussi. Donc ça, c'est super cool. Et en plus de ça, nous, on a été incubés et ce qui nous a permis d'avoir des coachs. Je pense notamment aux coachs. On a eu des coachs en comptabilité, on a eu des coachs aussi en droit. Donc Nicolas qui nous a aidés au niveau du droit. On a eu aussi euh, en comptabilité qui est d'ailleurs toujours notre comptable actuel, donc Sophie.
Donc voilà. C'est vraiment l'aide de tous les jours. C'est le soutien, c'est de ne pas se sentir seul. C'est ça. Et puis en plus de ça, l'avantage, c'est qu'on se pose tous des questions qui peuvent être assez similaires. Et lorsque l'un trouve la réponse, eh ben, il peut aider un autre. Donc il y a aussi le fait de se challenger entre nous, et ça, c'est super sympa. Alors, dernière petite question. Quel a été votre plus gros challenge? Plus gros challenge, c'était Romain. Est-ce qu'il y a un moment donné où vous vous êtes dit, ouh là là, là, ça va être compliqué? Alors, je sais pas si c'était le plus gros challenge, mais le plus stressant, c'était de notre premier alternant, donc le premier employé, le vrai. Donc pour nous, c'était vraiment l'étape la plus importante. Voilà, c'est en tout cas, je sais pas pour toi, Romain, mais Ouais, bah, c'est à ça que je pensais aussi, justement. J'attendais que tu le dises pour pouvoir le dire. Parce que c'est vrai que finalement, ajouter une personne à l'aventure La Popiette, ben, c'est quelque chose de fou pour nous, puisque finalement, c'est un travail acharné pendant 2 ans pour pouvoir monter une structure qui puisse accueillir une personne supplémentaire dans l'équipe. Et c'est vrai que pour le coup, c'est le plus gros challenge et ça a été super. D'ailleurs, nous, on a adoré travailler avec Arnaud. Enfin, c'est bon, hein. Et donc voilà, c'est vrai que ça a été le plus gros challenge. Mais je pensais aussi à un autre challenge. Pour le coup, c'était la première fois qu'on a travaillé avec une marque connue qui était ASICS. On a travaillé avec ASICS en mois d'avril 2019, si je ne me trompe pas, où en fait, nous, on fait de l'événementiel. Donc, on vient sur place pour pouvoir personnaliser du textile sur demande. On ramène nos machines sur place et on fait tout sur place. Et en fait, ça a été un sacré challenge, puisque finalement, c'était de travailler pour une grosse marque. Et on se dit, ah ouais, je suis une toute petite entreprise, pourquoi je vais travailler avec cette grosse marque et pourquoi nous? Et finalement, ça s'est super bien passé. On a travaillé pendant 3 jours sur comment ça s'appelle, la Paris Expo, où on personnalisait les t-shirts ASICS. En fait, tous les runners pouvaient aller acheter leurs t-shirts ASICS dans le stand ASICS et les venir faire personnaliser sur place dans notre atelier. Et enfin, sur notre stand, pardon. Et pour le coup, ça a été aussi un très très gros challenge, puisque bah, c'était compliqué de travailler avec une grosse marque, mais finalement, ça s'est très très bien passé. Et puis on est vraiment fiers de ce qu'on a pu réaliser. Super, merci beaucoup à vous. Alors, il n'y a pas forcément d'autres questions. Il y a dans tous les commentaires sur Facebook, vous retrouvez les noms de La Popiette, c'est aussi affiché. N'hésitez pas à aller, les t-shirts sont vraiment sympas, les tote bags aussi. Merci Romain et merci Émeric pour ce live. C'était une première pour Avec nous, plaisir. j'espère que ça vous a plu. Alors, pour la semaine prochaine, c'est Boubacar et Brunch Itois, qui est un peu un brunch avec la culture africaine qui sera avec nous. Et ce sera un peu les mêmes questions. Comment en tant qu'étudiant, on peut devenir entrepreneur et comment on peut réussir? Merci à tous. Est-ce que vous avez Bon un courage, petit Boubacar. mot de fin Comment? Bon courage, Boubacar. Très bien, merci beaucoup. Au revoir. salut. Salut.